Et si nos pensées, c'était bien plus que de simples impulsions électriques dans notre cerveau? Si c'était en fait une force réelle, capable de modeler le monde qui nous entoure? C'est une idée assez vertigineuse, et c'est justement ça qu'on va explorer aujourd'hui, le pouvoir de l'intention. Voilà, Carlos Castaneda, il nous met direct dans le bain. Ce qu'il dit, c'est que l'intention, ce n'est pas juste un truc qu'on fait, comme prendre une décision. Non. C'est carrément une force fondamentale de l'univers, un genre de champ d'énergie qui nous relie tous. Et c'est cette idée-là qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Allez, on y va. Creusons un peu cette notion. Parce que vous allez voir, l'intention, dans ce contexte, ça va bien au-delà de ce qu'on entend par là dans la vie de tous les jours. L'auteur Wayne Dyer, par exemple, il en parle comme d'un champ d'énergie invisible. C'est la source même de toute création. Attention, ce n'est pas un vœu pieux ou un simple souhait, c'est une force créatrice qui est partout autour de nous. La nuance est super importante, on ne la crée pas, cette force. On apprend plutôt à s'y rebrancher, à se remettre en phase avec elle. Bon, la grande question, c'est comment on fait pour puiser là-dedans? Et là, les textes sont clairs. Ça n'a rien à voir avec la simple pensée positive. C'est beaucoup plus profond. C'est un véritable état d'être. Pour qu'une intention soit vraiment puissante, il faut un alignement parfait, entre l'esprit, le cœur, le corps, entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et qui on est. Et tout ça doit être soutenu par une croyance, mais absolue. C'est seulement dans cet état d'alignement total que notre conscience pourrait, en quelque sorte, dialoguer avec ce grand champ d'énergie. Alors, je sais, tout ça, ça peut sonner très mystique, très spirituel. Et pourtant, ce qui est fou, c'est que cette idée trouve des échos vraiment surprenants dans la science la plus moderne. On va jeter un œil à ces parallèles, c'est assez fascinant. Regardez ça. On a 3 domaines qui, à première vue, n'ont pas grand-chose à voir. La conscience collective de Carl Jung, cette idée d'un réservoir d'images et de symboles communs à toute l'humanité. La physique quantique, avec ce concept dingue de non-localité, où 2 particules peuvent être liées et communiquer instantanément, peu importe la distance, et même les neurosciences, qui commencent à se demander si nos pensées sont vraiment si isolées que ça. Eh bien, ces 3 pistes, elles convergent toutes vers une idée similaire, l'existence d'un champ, d'un réseau invisible qui nous connecterait tous. Et puis, il y a le physicien Philippe Guillemant qui pousse le bouchon encore plus loin, avec un concept qui retourne le cerveau, la rétrocausalité. L'idée, en gros, c'est que le futur pourrait influencer notre présent. Oui. Nos choix d'aujourd'hui ne feraient pas que créer le futur, ils seraient aussi, attirés par des futurs qui existent déjà en potentiel. C'est comme si le futur nous envoyait des signaux pour nous guider. Bon, évidemment, une vision comme ça, où la conscience peut jouer avec le temps, ça entre en collision directe avec une vision du monde beaucoup plus terre-à-terre. Et nous voilà au cœur du conflit. C'est le grand match, matière contre conscience. 2 visions du monde qui s'opposent radicalement. De ce côté-là, le message est un peu plus clair. C'est la vision purement matérialiste. La seule chose qui compte, c'est la matière, le tangible, ce qu'on peut peser, mesurer, toucher. Le reste, des chimères, une perte de temps. La conscience, dans cette optique, c'est juste une sorte de sous-produit du cerveau, une illusion. C'est direct, c'est carré, il n'y a pas de place pour le flow. Le fossé est abyssal. D'un côté, on a une vision où la conscience crée la réalité, où tout est connecté, où le potentiel est infini. De l'autre, une vision où la matière est la réalité. Point final. Tout est séparé, fini, et le potentiel se limite à ce qu'on peut manipuler matériellement. On a vraiment l'impression d'avoir 2 mondes, 2 systèmes d'exploitation complètement incompatibles. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé de choisir son camp? Et si le problème n'était pas de savoir qui a raison, qui a tort? Si en fait tout ça n'était qu'une question de perception? C'est là qu'intervient un chercheur assez génial des années 70, Isaac Bentov. Pour lui, l'évolution humaine n'est pas que biologique, c'est aussi et surtout une évolution de la conscience. Il imagine ça comme une courbe en cloche. La grande majorité d'entre nous, on est au milieu, on perçoit une réalité, disons standard, sur laquelle on est tous d'accord, mais il y a des gens aux extrémités de la courbe, et ceux-là, ils perçoivent une réalité bien plus vaste. Et il donne un exemple qui frappe. Imaginez un adolescent qui, un jour, voit sa grand-mère décédée, assise dans un coin de la chambre. Le réflexe de notre société, c'est quoi? C'est de dire « Oula, rupture psychotique, il faut le soigner ». Mais Bentov, lui, il pose une autre question, une question dérangeante. Et si ce n'était pas une rupture avec la réalité? Si c'était au contraire une ouverture spontanée? Une fenêtre qui s'ouvre sur une réalité plus large, que nous, avec notre perception moyenne, on est juste incapable de voir. Et c'est ça le cœur de l'idée de Bentov. La réalité, elle est immense, totale, mais nous, on la regarde à travers une toute petite fente, comme le judas d'une porte. Cette fente, c'est notre système nerveux, nos 5 sens. Pour Bentov, l'évolution de la conscience, c'est simplement ça, élargir la fente, ouvrir un peu plus la porte pour laisser entrer plus de réalité, plus d'informations. Ok, super intéressant tout ça, mais concrètement comment on fait? Si cette capacité existe, comment on l'active? Allez, on passe de la théorie à des pistes un peu plus pratiques.
La journaliste scientifique Lynn McTaggart, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, propose une sorte de programme en 4 étapes. Premièrement, méditer, faire le calme, faire taire le brouhaha mental pour pouvoir se concentrer. Deuxièmement, visualiser, mais pas juste y penser, non. Imaginer son but comme s'il était déjà là, avec les 5 sens. Troisièmement, se connecter, entrer en résonance avec son objectif, souvent par un sentiment fort comme la compassion. Et enfin, le plus contre-intuitif et peut-être le plus dur, lâcher prise, se détacher du résultat. Et ça rejoint directement l'idée de rétrocausalité, on en parlait tout à l'heure. Il ne s'agit pas de forcer le futur à se produire, mais de s'ouvrir pour qu'il puisse venir à nous. Philippe Guillemant, lui, il en parle en termes de déconditionnement. Il dit que pour laisser émerger notre intention la plus profonde, il faut s'échapper de 3 prisons. D'abord, la prison du mental, qui veut tout contrôler, tout planifier. Il faut lâcher prise. Ensuite, la prison émotionnelle, celle de nos peurs, de nos doutes, qui nous empêche d'écouter notre intuition. Il faut réapprendre à se faire confiance. Et enfin, la prison de l'ego, ce petit moi qui pense tout savoir et qui nous coupe de notre être profond, de qui on est vraiment. Au final, qu'on regarde ça sous l'angle de la science, de la spiritualité ou de la psychologie, on en revient toujours à une question vertigineuse. Et si, au-delà de tout ce qui nous arrive, de tout ce qu'on croit possible ou impossible, si notre plus grande liberté, notre pouvoir le plus fondamental, c'était tout simplement ça, la capacité de choisir, par notre conscience, la réalité que l'on souhaite vraiment voir se manifester.